Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à nos désormais traditionnelles rencontres activités et logistique. Alors nous allons passer en revue le marché des locaux d'activité avec la partie utilisateurs en Ile-de-France avec Élodie Marchand et la partie investissement en France avec Franck Perrochin. Et ensuite nous analyserons le marché de la logistique en Europe et en France. Alors au niveau européen, nous avons un nouveau venu qui est Vincent Robion, directeur Research Europe pour BNP Paribas Real Estate, qui nous commentera les grands indicateurs européens. Et ensuite, nous écouterons Arthur Rodriguez pour la partie utilisateur et naturellement Franck Poisa pour la partie investisseur. Mais avant de passer à ces différentes présentations, nous avons souhaité vous apporter un éclairage sur le contexte économique de l'année écoulée qui vient nous perturber grandement. En effet, c'est une année singulière, c'est une année particulière qui n'a ressemblé à aucune autre. Et c'est pour cela que nous avons invité Hélène Bochon, senior économiste chez BNP Paribas, responsable de l'équipe OCDE à la banque. Alors, bonjour Hélène. Bonjour. Et ma première question, c'est quel bilan économique pouvons-nous faire de 2022 avec l'ensemble des chocs que nous avons connus et une situation géopolitique, on peut le dire, très tendue? L'année 2022 a été très chahutée. Effectivement, elle a démarré, rappelons-le, sous le signe de l'optimisme, dans la foulée du rebond très vigoureux de l'année 2021. Mais cet optimisme a assez vite laissé place à de l'inquiétude sur fond de choc inflationniste et et notamment avec le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 qui a exacerbé des tensions inflationnistes qui préexistaient. Donc cette combinaison d'un choc inflationniste qui s'est déployé tout au long de l'année et la crise énergétique qui est apparue à partir du milieu de l'année dernière avec une flambée des prix du gaz et de l'électricité et des craintes d'approvisionnement, c'est deux éléments là, ces deux chocs-là ont alimenté des craintes de récession, des inquiétudes fortes sur la croissance en Europe en particulier. Et en fait, ces craintes, pour le moment, ne se sont pas matérialisées. La croissance dans la zone euro et en France aussi s'est montrée plus résistante que ce qu'on pensait. Donc on a eu un début d'année sous le signe de l'optimisme. Ça s'est terminé sous le signe du pessimisme, mais avec finalement des signaux un peu moins négatifs que ce qu'on pouvait penser. Quelques éléments d'explication sur ces éléments de résistance que l'on observe jusqu'à présent, malgré le cumul des chocs. En fait, il s'avère que les facteurs de soutien qu'on avait identifiés à la croissance ont été finalement plus forts que ce qu'on pensait. Toujours un effet rattrapage, on va dire, post-Covid, levée des mesures de restriction sanitaire, donc un effet rattrapage qui a été fort. Un soutien qui vient des nombreuses mesures budgétaires pour lutter contre l'inflation et la crise énergétique. Un soutien également important avec l'atténuation des difficultés d'approvisionnement, toutes les pénuries de composants ou dans l'automobile et tout ça. Et ces pénuries se sont atténuées, ça a été un facteur de soutien. Donc des vents favorables un peu plus forts et des vents contraires un peu moins forts, et notamment les inquiétudes en termes d'approvisionnement, en termes de gaz, ont été moins aiguës que ce qu'on pensait. Donc au final, un bilan assez mitigé. Une croissance en apparence encore très élevée, on l'a vu sur la carte qui était affichée à l'instant. Mais derrière cette croissance en apparence très élevée, c'est surtout grâce à l'élan hérité de 2021, dont j'ai dit qu'il y avait eu un rebond très fort. Mais la dynamique au fil de l'année, au fil de 2022, est allée en se fragilisant et en s'affaiblissant. Donc on démarre 2023 sous des augures plutôt négatifs. Ok, alors apparaît à l'écran l'inflation. Revenons sur l'inflation qui a été le marqueur de 2022. Quels sont les effets de cette forte inflation ? On en identifie trois, principalement. Sur la confiance des ménages, c'est l'effet le plus visible. On l'a vu très nettement et je crois qu'on le verra dans un graphique ensuite, mais restons sur celui-là pour le moment. Donc une confiance des ménages immédiatement et fortement impactée à la baisse, avec une baisse forte du moral des ménages. L'autre effet sur les ménages, c'est sur leur consommation, au travers de l'impact de cette inflation très forte sur leur pouvoir d'achat, même s'il y a des moyens de lisser cet impact, parce que les ménages disposent d'une épargne assez importante.
hérité des confinements. Il y a eu un surcroît d'épargne accumulé pendant les confinements. Donc, il y a moyen de lisser ce choc sur le pouvoir d'achat, en épargnant plus ou en épargnant moins. Il y a eu aussi beaucoup de mesures budgétaires que j'ai déjà évoquées. Et sur le graphique, on le voit bien pour l'inflation en France, qui est la courbe en rouge, qui est assez nettement en dessous de l'inflation dans les autres pays de la zone euro et qui illustre quand même une assez grande efficacité des mesures budgétaires et du bouclier tarifaire en particulier. Donc des effets quand même plutôt négatifs sur la consommation des ménages. Et le troisième effet négatif, c'est sur les marges des entreprises, leurs dépenses, investissements, emploi, sachant que pour le moment, cet effet négatif, c'est le moins visible des trois effets que j'ai identifiés, en partie parce que les entreprises ont pu répercuter des hausses de coûts sur leur prix de vente. Donc ça alimente l'inflation, mais ça préserve les marges. Donc au final, en termes de perspective, on pense que l'inflation est pas loin d'atteindre son pic en France. Un reflux est en train de se dessiner, mais on pense qu'il va être d'ampleur assez limitée quand même. Parce que nous, un de nos drivers pour le marché de la logistique, c'est bien la consommation qui est sévèrement impactée par, on va dire, le choc sur le pouvoir d'achat. D'ailleurs, le titre des Échos ce matin, c'est « Les consommations, les voyants passent au rouge ». Donc l'inflation risque de continuer quand même, mais en décélérant sur toute l'année 2023. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est toute la difficulté, effectivement, pour les banques centrales, on en parlera, et aussi pour évaluer l'effet sur la consommation des ménages, parce il y a un peu de temps. Il y a encore des effets importants négatifs à attendre sur la consommation des ménages, mais comme on s'attend à ce reflux de l'inflation, le choc négatif sur la consommation devrait aller en s'atténuant. Donc ça, on va dire, c'est pour l'aspect un peu plus positif. En même temps, ce choc inflationniste sur la consommation des ménages, il est important. Les chiffres du 4e trimestre qui ont été publiés la semaine dernière, en début de semaine, les chiffres de consommation des ménages en France en attestent, avec une baisse assez importante sur le trimestre. L'autre élément intéressant à avoir en tête, c'est que derrière cette baisse de la consommation des ménages, c'est la consommation de biens qui est plus visiblement impactée. La consommation de services, c'est moins évident. On est resté dans des territoires positifs et là aussi avec des effets de rebond et de rattrapage avec la levée des restrictions sanitaires, mais donc une consommation différemment impactée selon les biens et les services. Là encore, si on se projette un petit peu, donc on l'a déjà évoqué, l'inflation devrait refluer, mais d'une manière somme toute assez mesurée, en tout cas d'après nos prévisions. Il y a encore des effets négatifs à attendre de ce choc de l'inflation. Tous les effets négatifs ne sont pas encore intervenus. Donc 2023 au global devrait être plus négatif que 2022 et en particulier à court terme, on pense que les perspectives restent défavorables. Pour ne pas brosser un tableau trop noir, je pointerai quelques éléments positifs qui sont illustrés aussi sur le graphique qui est là. Notamment le soutien qui vient du marché du travail, qui s'est remarquablement tenu tout au long de l'année 2022, malgré les chocs que j'ai évoqués, les difficultés que j'ai évoquées. Baisse du taux de chômage qui a perduré, des créations d'emplois qui sont restées relativement soutenues. Et ça, c'est des éléments, on va dire, plutôt positifs pour le pouvoir d'achat des ménages et leur consommation. Tout à fait. Et qui a surpris tout le monde, ce très bon maintien du marché du travail. Merci Hélène, on vous retrouve en fin de ces rencontres pour nous parler de la politique de la BCE, qui va annoncer d'ailleurs cet après-midi si elle remonte de 50 points de base ou pas, c'est tôt, et ensuite surtout sur les trimestres à venir. Alors maintenant, passons au marché des locaux d'activité. Je me tourne vers toi, Élodie, le marché des locaux d'activité sur la partie utilisateur. Donc, quel premier constat peut-on tirer ? Eh bien, bonjour à tous. Alors, le marché des locaux d'activité en Île-de-France a bien performé, a particulièrement bien performé, même en 2022. Nous recensons près de 1,4 million de mètres carrés traités au cours de l'année. Alors, c'est la première année où le GIE Imostat recense l'ensemble des transactions de locaux d'activité en Île-de-France. C'est pour cela que l'écart constaté par rapport aux années antérieures est clairement positif. Néanmoins, la tendance générale sur cette classe d'actifs est dynamique. Alors, l'offre globale, quant à elle, augmente peu,
sur l'ensemble des marchés franciliens en raison du développement assez marqué de parcs d'activité. Alors le chiffre prend en compte naturellement les chantiers en cours, mais j'y reviendrai en détail par la suite. Alors si on le regarde du côté des transactions, Élodie, quel constat pouvons-nous faire ? Alors, toutes les tranches de surface ont bénéficié positivement de cette augmentation. Premier constat, les transactions inférieures à 1000 m², dites de PME-PMI, sont stables d'une année sur l'autre et représentent sans surprise 2/3 des opérations. Second constat, le rebond des transactions dites de moyenne et grande surface enregistrées en 2021 s'est poursuivi et même accentué en 2022. C'est bien sur ce segment et en particulier sur les tranches supérieures à 3000 m², que l'on enregistre le plus fort taux de progression, plus 50% d'augmentation en nombre comme en volume. Cette taille de transaction a été le moteur du marché en 2022 et sachez d'ailleurs qu'elles se sont positionnées en grande majorité à la location. Alors il y avait les années dernières et encore en 2022 un véritable attrait des utilisateurs pour l'achat de leurs biens. Est-ce toujours le cas avec les conditions actuelles qui se durcissent naturellement pour les financements ? Alors oui, ce sera néanmoins un point d'attention pour cette année. L'augmentation des taux d'intérêt et le montant des fonds propres dorénavant demandés auront à coup sûr un impact. Nous enregistrons déjà quelques exemples d'opérations qui n'ont pas abouti pour ces raisons. En 2022, les ventes représentent 35% de la demande placée. Le nombre d'opérations a néanmoins diminué et s'établit à environ 24%. C'est en grande partie dû à la baisse significative des offres proposées à la vente à la découpe au sein de parcs d'activité. Alors rassurons-nous, la démarche patrimoniale reste toutefois très présente chez les utilisateurs et le nombre d'opérations serait toujours plus importante si l'offre était plus abondante à la vente. Alors, nous avons enregistré cette année près de 1200 transactions aux locaux d'activité en région parisienne. Rappelons-le, c'est un marché qui est extrêmement solide, très très solide et très résilient, on va dire, quelles que soient les conditions économiques. Alors, que représente le neuf dans ce volume global ? Alors globalement, les transactions restent naturellement majoritaires sur des actifs de seconde main. Le volume placé sur le neuf en 2022 a considérablement augmenté puisqu'il représente un peu plus de 330 000 m². Le neuf, c'est une opération sur 4 et un quart du volume global. L'information à retenir, c'est bien la taille moyenne des opérations qui a sensiblement augmenté et qui explique que nous avons enregistré environ 100 000 m² de plus en rapport avec l'exercice précédent. Allez. Très bien. Alors on sait que les transactions en activité, ça regroupe différentes typologies d'immeubles. Il y en a une qui se détache année après année, ce sont bien les parcs d'activité. Alors que représente cette année le poids des parcs d'activité au niveau du take-up global ? Alors on le voit, en 2022, le nombre d'opérations portant sur les parcs d'activité est important. C'est près d'une opération sur 2 qui se pose sur un parc d'activité. 460 000 m² placés. Rappelons ici que nous intégrons dans la typologie parc d'activité les parcs dits de PME-PMI qui proposent des cellules de 300-400 m², les parcs dits de petite logistique qui proposent des cellules d'environ 1000 m² avec du quai et les parcs en étage dits hôtels industriels. Ce volume de 460 000 m² en nette augmentation bénéficie en particulier aux parcs de seconde main. La commercialisation sur le neuf reste cependant à un très bon niveau puisqu'il est identique à celui de l'année dernière. Alors le neuf qui est en fort développement, est-ce que ça ne risque pas de mettre en péril la commercialisation des parcs d'activité de seconde main qui ont toujours bien marché jusqu'à maintenant ? Non, et on le répète chaque année, mais c'est important de le dire, les parcs d'activité de seconde main ne sont pas ou très peu frappés d'obsolescence. Ils sont souvent très bien placés et la raison de leur succès tient principalement à l'investissement régulier qui est réalisé afin de les maintenir à niveau. On observe d'ailleurs très très peu de vacances sur les parcs d'activité de seconde main qui sont situés en première couronne. Alors d'une manière plus générale, nous pouvons dire que les parcs continuent à attirer un nombre croissant d'utilisateurs en raison de leur qualité, la localisation, la fonctionnalité, la polyvalence et l'image et les labels environnementaux pour les parcs neufs. Ce dernier point deviendra d'ailleurs de plus en plus important dans les prochaines années. Alors avec un marché utilisateur aussi dynamique, que pouvez-vous nous dire au niveau de l'offre ? Elle a augmenté, elle a baissé avec ses forts développements ?
Alors, l'offre disponible a légèrement augmenté et c'est directement corrélé à l'augmentation du neuf. Cette offre neuve est composée à plus de 90% de parcs d'activité. C'est en 2022 que les livraisons de produits neufs, chantiers en cours inclus, ont été les plus importantes. Nous recensons ici les parcs d'activité disponibles à 1 an. Comme vous le savez, la pré-commercialisation s'opère très souvent dans les 3 mois avant leur achèvement. Alors, chiffre intéressant néanmoins, 650 000 m² ont été absorbés dans les parcs neufs sur les 4 dernières années. La dynamique de ce début d'année reste bonne, mais c'est bien à la fin du premier trimestre que nous aurons déjà une première tendance de l'année. Alors 650 000 m² consommés sur les 4 dernières années, ça crédibilise naturellement la création de ces nouveaux parcs d'activité, mais est-ce que ce fort développement que nous avons connu jusqu'à maintenant va se poursuivre? Parce qu'en effet, il faut trouver des fonciers pour développer des parcs d'activité, et puis peut-être que les conditions de financement, promoteurs, investisseurs changent. C'est pas peut-être, elles changent. Donc comment va se poursuivre ce développement des parcs d'activité? Alors oui, le développement va se poursuivre. L'attrait pour les parcs d'activité ne faiblit pas et nous avons toujours constaté une bonne dynamique de commercialisation sur ces parcs, même dans des périodes économiques passées qui étaient un peu plus délicates. Ils constituent le nécessaire renouvellement du parc global francilien. Ce sont aujourd'hui près de 76 parcs qui sont en cours de développement sur l'ensemble de l'Île-de-France. Nous recensons ici les parcs livrés, en chantier ou dont les permis sont obtenus. Les parcs livrés ou en chantier représentent environ 420 000 m² disponibles, 100 000 m² sont déjà livrés. Le marché des parcs d'activité neufs reste bien équilibré au regard du rapport offre disponible transaction, puisque c'est 185 000 m² qui se sont placés sur ces parcs neufs. Alors ensuite viennent s'ajouter à ces 420 000 m² les parcs sur lesquels un permis est obtenu et qui représentent près de 150 000 m². Donc finalement et au global, c'est un peu moins de 600 000 m² qui seront développés sur les 2 prochaines années en Île-de-France. Très bien. Alors, on parle beaucoup au niveau des parcs d'activité également d'un nouveau concept de parc. Ce sont les parcs en étage. Alors, assistons-nous à une nouvelle émergence de ce type de parc. Et j'espère qu'on y croit chez BNP Paribas. Oui, tout à fait. Nous assistons bien à l'émergence de parcs d'activité en étage. Cette opération de ce type sont en cours de développement. Nous pouvons citer par exemple l'opération développée par Sigro et Vélog sur Elancourt qui proposera 13 000 m² divisibles. Celle de Faubourg Promotion à Valenton, 19 000 m² divisibles, et celle de Société de la Tour Eiffel à Nanterre qui développera 5 000 m² divisibles. Les premières livraisons s'échelonneront à compter du second semestre et sur 2024. La verticalité en milieu urbain devient nécessaire au regard de la rareté du foncier et du coût des terrains. Alors Élodie, les promoteurs ont été ambitieux sur le développement de ces parcs d'activité, bien suivis et bien accompagnés par les investisseurs qui ont trouvé ces nouveaux produits très intéressants. Est-ce qu'on va rester sur le même rythme sur les 24 prochains mois au niveau du développement ? Alors, nous avons identifié sur l'ensemble de l'Île-de-France une 60aine de projets en cours de réflexion. Ces projets font soit l'objet d'un permis de construire déposé, sinon d'études préalables avant le dépôt d'autorisation administrative. Leur livraison devrait intervenir entre 24 et 36 mois. Sur ces 60 projets, une quinzaine devrait être conçue sur plusieurs niveaux. Alors, à l'époque, le renouvellement de ces parcs d'activité, pour beaucoup, ils étaient proposés à la découpe, à la vente, à des PME, PMI, et ça avait rencontré un véritable succès. Alors, effectivement, ces dernières années, c'était peut-être plus tentant, voire plus facile, pour un promoteur de vendre à un investisseur en blanc. Est-ce que cette solution est toujours privilégiée par les promoteurs de vendre à la découpe pour des clients qui sont prêts à acheter ? Alors, il est vrai que l'offre sur les parcs d'activité neufs est aujourd'hui très majoritairement proposée à la location, en rapport direct, comme vous l'avez dit, avec le très fort intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs sur les 3 dernières années. Alors nous pourrions conseiller effectivement aux promoteurs de revenir sur un schéma de vente à la découpe. Les utilisateurs, de nombreux utilisateurs sont encore et toujours orientés à l'acquisition et n'auraient a priori que peu de difficultés sur le financement. Et le prix de sortie, les prix de sortie, eux, se maintiennent à un très bon niveau.
Bon, alors, en termes de prix, au niveau des valeurs locatives, des loyers, bon, le marché est bon. L'année dernière, on avait parlé d'une augmentation significative des loyers. Est-ce qu'on l'a encore constaté en 2022? Et puis surtout, quelle sera la tendance 2023? C'est là où les investisseurs attendent des réponses. Alors l'augmentation des loyers a bien continué sa progression en 2022. Ils atteignent en intra 86 et selon les secteurs entre 140 et 180 euros du mètre sur le neuf comme sur le seconde main. Sur ce secteur en particulier, l'écart de loyer neuf seconde main commence à fortement être gommé en raison de la rareté de l'offre. Alors ces écarts s'analysent toujours avec la prise en compte des niveaux de charges locatives et fiscalité de chaque site. Sur la seconde couronne, les loyers tournent autour de 85-90 euros du mètre jusqu'à 110 voire 150 euros du mètre sur le neuf si on se rapproche de la 86. Les mesures d'accompagnement restent toujours très mesurées, en particulier sur le neuf. Elles sont en moyenne de l'ordre de 1 mois de loyer par année d'engagement. Alors, et pour 2023, alors? Alors, nous anticipons un maintien des loyers sur ce niveau haut. À la vue du contexte économique, il est prématuré de quantifier le niveau d'augmentation des valeurs locatives courant 2023. Néanmoins, nous pensons qu'augmentation il y aura, mais peut-être à un rythme un peu moins soutenu. Cette augmentation se fera déjà mécaniquement par le jeu de l'indexation avec des indices qui restent à un niveau assez élevé. Bon, bien, merci Elodie pour ce tour complet. Alors maintenant, je me tourne vers Franck pour l'investissement. Alors, le marché des locaux d'activité, au niveau investissement, même trajectoire que le marché utilisateur, c'est bon? Sensiblement identique, oui. Malgré les turbulences sur le marché de l'investissement l'année dernière, 2022 était une année très dynamique, avec près de 1,7 milliard investis sur cette classe d'actifs. Ça représente à peu près 15% de plus par rapport à 2021. 30% de ces volumes ont été traités via la vente de portefeuilles et 70% de ce volume reste sur des transactions unitaires. Alors ce fort dynamisme s'explique pour plusieurs raisons. Alors premièrement, comme l'a mentionné Elodie, le très bon maintien, voire l'augmentation de la demande placée. Sur le territoire national, on comptabilise de l'ordre de 3 millions de mètres carrés. Paris reste toujours le premier marché, mais on note un fort dynamisme régional avec des villes comme Bordeaux, Lyon ou Lille pour ne citer qu'elles. Un marché qui reste très équilibré. Alors sur le prisme offre versus demande, on a un taux de vacances qui reste très faible, notamment dans les zones périurbaines. Et pour finir, rappelons-le, la progression des loyers qui n'a pas fini sa trajectoire et qui booste sensiblement le marché. Des tendances donc positives qui continuent d'attirer de plus en plus de capitaux avec les investisseurs historiques, le renforcement des acteurs hexagonaux et également de nouveaux entrants à la recherche de diversification et de création de valeur. Les locaux d'activité sont définitivement une classe d'actifs institutionnels et représentent peu ou prou 30% des volumes investis en industrie et logistique en France. Les volumes sont toujours freinés par un manque crucial de produits, car une grande partie du parc est toujours détenue par des investisseurs privés avec une logique patrimoniale long terme, ce qui freine la rotation. Alors, on l'a vu avec Elodie, les locaux d'activité, c'est toujours très, très diversifié, parcs d'activité, bâtiments unitaires, etc. Est-ce qu'on constate une préférence d'achat par les investisseurs pour un type particulier et pourquoi pas pour naturellement les parcs d'activité? Alors oui, alors c'est pas réellement le cas. En fait, cet univers de locaux d'activité repose, comme l'a évoqué Elodie, sur plusieurs typologies d'actifs, qui permet à la fois pour un investisseur de diversifier son risque et de profiter de chaque sous-tendance. Pour résumer, si on tentait de définir un éco d'activité, donc il y a les parcs dont Elodie a beaucoup parlé, un mix entre sièges sociaux et gestion des stocks. On a les unités de production. Alors là, on bénéficie pleinement du phénomène de réindustrialisation française et du rebond économique. Nous avons également la logistique urbaine, avec des petites unités de production, dictées par notamment le phénomène du e-commerce. On a besoin de livrer le consommateur de plus en plus vite, donc des sites à proximité des villes. Et les data centers, qui reprennent peu ou prou les mêmes tendances que la logistique. D'un côté, on a les gros data centers dédiés au cloud computing, et en milieu urbain, on va retrouver le edge computing pour des raisons de rapidité d'accès. Alors, quels sont les profils des investisseurs? Est-ce que, comme en logistique, ils viennent de tous horizons, ils sont étrangers, anglo-saxons, ou alors est-ce que c'est resté encore très franco-français, car on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus également d'investisseurs français qui parient sur les locaux industriels et logistiques? Oui, totalement. Alors pour rappel, il y a environ 5 ans, si on faisait un profil type d'investisseurs, avec 80% des investisseurs, c'était des anglo-saxons.
Aujourd'hui, les acteurs hexagonaux sont de plus en plus présents et représentent près de 2/3 des volumes investis. Ce sont à la fois des family office, des SCPI ou des fonds, Sogaris, AEW, Alderan, Activimo, Ceres, Braxton, les exemples ne manquent pas. Hein. Et en élargissant aussi sur les acteurs pan-européens ou européens, n'oublions pas de mentionner Sagax. Les acteurs anglo-saxons, Amérique du Nord, sont toujours très présents et représentent environ 30% des volumes. Ils sont très présents sur les opérations de grande taille et ils se rabattent également sur des stratégies d'agrégation pour profiter de ce marché. Citons Oxford Properties, Sigro, Europa Capital, Valor, Crossbay ou Prologis. En résumé, un marché dynamique qui continue d'attirer de nouveaux acteurs et de nouvelles sources de capitaux. Pour citer quelques nouveaux entrants, ICG, Edmond Rothschild, Panattoni, qui à eux seuls, ces nouveaux entrants, ont représenté de l'ordre de 15% des volumes investis l'année dernière. Alors, comment ça se traduit en termes de taux? Alors, cette forte appétence des investisseurs pour les locaux d'activité, couplée avec un très bon take-up annuel, mais on est entré dans un nouveau monde. Donc, nouveau monde, nouvelles conditions. Comment ça se traduit en cette fin d'année, les taux? Alors, l'effet conjugué du manque de produits et du fort intérêt a conduit sur le premier semestre à une compression du taux prime. Celui-ci s'est recorrigé sur le second semestre pour atterrir en fin d'année à 4,5%. Sur une année complète, globalement, on observe une correction de 50 bips. Ce taux devrait se stabiliser suite au mouvement de marché, notamment sur la dette, pour atterrir aux alentours de 4,85 sur 2023 et 6% sur le taux moyen. Cette correction est principalement liée au coût de la dette qui a drastiquement augmenté ces derniers mois, pas années, ces derniers mois. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le all-in cost pour se financer est plus proche de 5% avec un LTV de 60% plus. Constat simple, le manque de produits de qualité a conduit les investisseurs à poursuivre et à lancer des produits de dernière génération en blanc, les fameux parcs d'activité, avec Sigro, Stam Europe pour le compte d'Emco, ou sur le secteur de Saint-Ouen-le-Maune, ou encore Proudride en région sur le Havre, Edmond Rothschild et Panattoni sur le Nord 91. C'est un marché qui est très dynamique, néanmoins les chiffres restent toujours sous-évalués, car la frontière entre la logistique et la logistique urbaine est de plus en plus fine. Les investisseurs l'ont parfaitement compris dans leur stratégie et ciblent à la fois la logistique et les locaux d'activité. ICG, Valor, Crossbay, Prologis, AEW, les illustrations ne manquent pas. Alors, on parle de taux prime, Franck, mais tous les actifs, naturellement, ne sont pas, on va dire, arbitrés à des taux prime, le taux moyen et puis la tendance sur ce taux moyen. Oui, alors, non, tous les actifs ne se traitent pas au taux prime. Bien évidemment, tous les profils de risque sont représentés sur les locaux d'activité, du prime stabilisé à 4,5%, jusqu'au profil value add avec le lancement en blanc ou la reconversion de produits. Les investisseurs sont à la recherche de taux élevés dans un environnement de taux bas et parient à juste titre sur l'augmentation des loyers. Le taux moyen reste particulièrement attractif car il se situait en 2022 à 5,8%. Néanmoins, ce taux cache une forte disparité. La moitié des transactions se traitent sous la barre des 6% et représentent au près 2/3 des volumes investis. Et l'autre moitié en nombre des opérations se traite au-dessus de la barre de 6% mais ne représente que 30% du volume. Formulé autrement, plus le volume proposé sur le marché est important, plus les taux sont bas. Cette forte différence de taux s'explique également par une forte granularité du marché. Alors, pouvons-nous également préciser la diversité des tailles d'opérations? Est-ce qu'on est toujours dans un ratio traditionnel, à savoir 20% des opérations, c'est 80% des volumes? Il y a des méga deals, il y a des transactions unitaires. Comment ça se conjugue tout ça? Alors, pour se donner une idée, sur à peu près 160 opérations, les volumes unitaires vont de 1 à 40 millions d'euros. Hein. Retenons deux chiffres. Plus de 9 transactions sur 10 sont sous la barre des 20 millions d'euros et 2/3 des transactions, pour être plus précis, sont sous la barre des 10 millions d'euros. Cette organisation du marché reste un frein pour beaucoup d'investisseurs où la stratégie d'agrégation reste la seule solution d'obtenir une taille critique à terme et de créer de la valeur. Alors, on a beaucoup parlé de chiffres. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de transactions, de deals en investissement ? Oui, alors quelques exemples afin de rendre un peu vivant tous ces chiffres. Mentionnons le portefeuille Montrachet, opération de taille significative, de l'ordre de 140 millions, qui marque l'arrivée d'un nouvel entrant, ICG, avec l'aide d'Atlantic Real Estate.
Le projet France Bonhomme, opération de sell and leaseback d'une 60aine de sites, remporté par Sagax pour environ 80 millions d'euros. Le renforcement de Sigro sur les localisations prime, avec l'acquisition d'un foncier sur Bobigny pour l'ordre de 30 millions d'euros. Crossbay, qui poursuit sa stratégie d'agrégation avec l'achat de 2 sites auprès de Tor Equity. Sogaris, qui continue son développement afin d'intégrer au mieux la logistique au sein des villes, avec l'acquisition d'un site de 17 000 m² à Villeron. Panattoni, avec l'acquisition d'un terrain de 25 000 m² à Moissy-Cramayel. Et pour finir, AEW, avec l'acquisition d'une friche à Bondy de plus de 2 hectares. Alors très bien, ça manque pas, les très beaux deals. Alors, quelles sont les anticipations des investisseurs sur le marché? Ils continuent d'augmenter leur allocation de façon prononcée, mais ils parient sur quoi? Alors, le constat des investisseurs est simple. Une demande soutenue et un manque de produits. Et un manque de produits qui conduit à une forte augmentation des loyers, comme on peut le voir sur l'écran. La tendance a été amorcée il y a environ 5 ans sur cette augmentation des loyers, de l'ordre de 7% par an, et elle n'est pas prête de s'arrêter. La vraie question aujourd'hui est de savoir comment continuer à être un acteur et profiter de cette tendance dans un environnement où les fonciers sont de plus en plus rares et chers. Et nous faisons face à une forte augmentation des coûts de construction. Sur le light industriel, on parle de 25% sur l'année dernière. Et les contraintes réglementaires sont de plus en plus fortes, ZAN ou ZFE. Donc la stratégie des investisseurs pour profiter de ce marché est simple, continuer et poursuivre le développement de parcs en blanc, comme l'a mentionné Elodie. Mais revenons sur les contraintes réglementaires. Donc la ZAN, zéro artificialisation nette des sols, qui limite l'étalement urbain, couplé à la ZFE, zone à faible émission. Ça vise à limiter la pollution automobile. Alors ça passe par un renouvellement du parc, mais surtout en raccourcissant les délais de livraison, d'accord ? Donc en rapprochant ces centres-là des villes. Donc ces 2 contraintes réglementaires ont pour effet direct, en fait, de booster la reconversion de friches industrielles, et comme on fabrique plus de terrain, l'émergence des sites multi-étages. Alors justement, ces sites à étages, Elodie en a parlé, on nous en parle, on nous demande chaque jour, on est interrogé par vous, investisseurs, promoteurs, sur ce que l'on pense des parcs d'activités en étage. Alors est-ce que les investisseurs, Franck, parient ou vont parier fortement sur ce nouveau type de produit ? Alors oui, très clairement. Déjà, on a une verticalité qui fonctionne, preuve d'anciens sites précurseurs comme Pantin Logistique, ou plus récemment la livraison du parc AEW à Colombes, et notamment la quinzaine d'opérations dont Elodie faisait mention autour de Paris. Notons aussi que c'est une verticalité qui se réinvente, à la fois en mixant les usages et en sous-sol. On peut citer à titre d'exemple une reconversion d'une partie du parc Indigo à Paris, d'accord, le projet Sigro avec la gare des Gobelins, ou encore les projets Sogaris sur Paris. Alors pour finir, nous sommes sur un marché où on a un taux de vacances qui est très faible, une augmentation des loyers significative, et des taux attractifs. Donc les locaux d'activité vont et resteront une classe d'actifs privilégiée pour les investisseurs sur 2023. Eh bien, merci Franck. En tout cas, nous, chez BNP Paribas Real Estate, on croit toujours aux locaux d'activité. On y a toujours cru, on y croit toujours. Et surtout avec l'ensemble de ces nouveaux développements qui vont bientôt apparaître sur le marché. Alors maintenant, nous allons parler de la logistique. Alors on va commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la logistique en Europe. Et nous allons accueillir Vincent Robion, donc responsable logistique Europe chez BNP Paribas, pour nous commenter les grands indicateurs européens. Vincent, bonjour. Alors, quel est le bilan de l'année en Europe au niveau logistique? Est-ce que le marché a été bon? Alors bonjour à tous, merci René. Alors sur le marché de la logistique en Europe, nous avons observé 2 tendances très contrastées entre le marché utilisateur qui se tient bien et celui de l'investissement qui a marqué le pas en fin d'année. Alors commençons par le marché utilisateur. 2022 confirme une forte résilience des marchés européens.
Alors, les volumes ont baissé, certes, mais pas partout. On le voit à l'écran, hein, en Espagne, aux Pays-Bas, avec une hausse. Ensuite, si on se remet dans un contexte historique, la plupart des volumes ont atteint un niveau moyen supérieur à un niveau moyen sur 5 ans. L'activité a donc été plutôt dynamique et malgré une conjoncture plutôt difficile. Alors, à noter l'Italie qui a aussi performé plutôt bien au cours de l'année 2022. Alors pour finir, les utilisateurs sont toujours en recherche d'optimisation de leur distribution. La rapidité des livraisons auprès de leurs clients reste au cœur de leurs préoccupations et le tout dans une volonté croissante de répondre aux critères ESG et RSE. Ok, alors on a vu, l'année dernière, il y avait eu une forte progression des loyers en Europe. C'est vrai encore en locaux d'activité en France. Donc je crois que c'est une tendance générale et c'est vrai également aux États-Unis. Donc comment s'est comporté les loyers en 2022 en Europe? Alors les loyers, ils sont en hausse un petit peu partout en Europe. On le voit sur la gauche de la carte. Et les raisons sont multiples. Alors tout d'abord, pendant plus de 10 ans, les loyers ont été très stables. La forte hausse constitue donc un phénomène de rattrapage. Le prix du foncier a progressé et l'attribution des terrains est de plus en plus scrutée. Élodie en a parlé pour la France, mais c'est vrai également pour les pays européens. L'offre s'est raréfiée, c'est certainement l'un des critères les plus importants. Les taux de vacances sont particulièrement bas en Europe, autour de 4%. Et dans certains marchés, voire moins, hein, on le voit à Barcelone, à Lyon et à Prague. Alors nous avons aussi vu une baisse de l'offre en Pologne et au Royaume-Uni. Et en Allemagne, un report vers des marchés secondaires. Alors si je résume, d'un côté, la demande reste dynamique et de l'autre, l'offre s'est raréfiée. Alors ça crée des tensions et forcément une hausse des loyers. Alors, y a-t-il, Vincent, d'autres facteurs susceptibles de favoriser encore dans les mois à venir, les trimestres à venir, la progression des loyers? Alors, effectivement, le tableau que vous voyez à l'écran met en relief des différences entre les pays. Alors, la hausse de l'inflation en Europe l'année dernière a eu un fort impact sur l'augmentation des loyers. Et de fait, les loyers sont indexés à l'inflation dans pratiquement tous les pays européens et sont révisés annuellement. Alors le mécanisme est un petit peu différent en France où les loyers sont indexés à l'ILAT. Et autre exception, autre spécificité, c'est au Royaume-Uni où les loyers sont basés sur des valeurs de marché. Ils sont révisés tous les 5 ans, mais tout est négociable. Alors à l'inflation s'ajoute la hausse des coûts de construction et de l'énergie. On en a parlé également, l'augmentation du prix de l'acier et du béton, et puis les difficultés de disponibilité de main-d'œuvre. Alors le marché des utilisateurs a connu une très bonne résilience, il a encore été très bon comme on vient de le voir. Alors passons maintenant au marché de l'investissement. Vincent, comment s'est-il comporté en 2022 avec les chocs qu'on a enregistrés tout au long de l'année? Ouais, alors comme je le disais précédemment, le marché de l'investissement a fortement ralenti au 4e trimestre. En revanche, si on regarde l'ensemble de l'année, c'est plutôt bon et c'est surtout grâce à un premier trimestre, un très bon début d'année. Alors pour bien comprendre la carte que vous avez à l'écran, les chiffres ici concernent les volumes investis en locaux d'activité et en entrepôts en Europe. Alors le marché a baissé de 21%, certes, mais là encore, ça comparé avec une année 2021 record. Alors le Royaume à lui seul compte pour près du quart des montants investis et pèse donc fortement sur cette baisse sur l'ensemble de l'Europe. Alors, ce qu'il faut retenir sur 2022, ce sont des performances solides avec 54 milliards d'euros investis, dont près... Alors, on a surtout... ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a 15 milliards de plus par an, par rapport à 2007, aux années 2007, 2018, 2019 et 2020. Donc 15 milliards, c'est considérable. Et ce qui veut dire, ce confirme un bon niveau global sur l'ensemble de l'année. Alors, parmi les principales transactions, on peut citer les transactions, les portefeuilles pan-européens de Hillwood pour 925 millions, le portefeuille Ceres de DHL pour 300 millions, et puis Crossbay acheté par Prologis pour 1,6 milliard. Alors, le premier trimestre a été remarquable. L'activité a ensuite progressivement ralenti pour marquer le pas au 4e trimestre. Alors cela s'explique par les hausses successives des taux des marchés financiers qui ont provoqué une décompression des taux de rendement en logistique et freiné, voire carrément stoppé, bon nombre de négociations.
Alors effectivement, on a assisté à une forte décompression des taux de rendement logistique. Alors à ton avis, Vincent, est-ce qu'elle va se poursuivre, cette décompression ? Merci de me poser la question. Alors oui, mais pas au même rythme pour tous les pays. Et tout dépendra de la politique de la BCE, qui va intervenir cet après-midi. Hélène reviendra sur ce point tout à l'heure. Alors le graphique que vous voyez à l'écran montre l'évolution sur un an. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont les marchés les plus volatiles et les temps de réitération des actes sont bien plus rapides. Alors une signature peut prendre jusqu'à être 2 fois plus rapide qu'en France. Ce qui a permis de cristalliser la correction des taux bien plus rapidement. Alors on peut s'attendre à une stabilisation également plus rapide par rapport aux autres pays européens. Alors ensuite, nous anticipons une dynamique identique dans les autres pays dans les mois à venir, à l'instar de la France et de l'Allemagne. Eh bien, merci Vincent. Je crois que c'est très clair au niveau européen. Alors maintenant, passons sans tarder à Arthur. Arthur, ce marché de la logistique en France, côté utilisateur, comment s'est-il comporté ? Si le second semestre 2022 a ralenti, le marché logistique a toutefois confirmé sa résilience, comme nous vous l'avions d'ailleurs, on va t'annoncer, lors de nos dernières rencontres. On enregistre un volume commercialisé de près de 4 millions de mètres carrés, en baisse d'un peu plus de 10%. Relativisons toutefois celle-ci, car le comparable se fait par rapport à 2021, qui avait été magistral. On peut souligner cette performance comme excellente, à la vue de 2022, au cours de laquelle l'environnement économique a profondément muté. Pour rappel, chez BNP Paribas Real Estate, nous prenons en compte l'ensemble des opérations supérieures à 5000 m². La moyenne quinquennale s'établit à 4 millions de mètres carrés, preuve encore de la solidité de notre marché, année après année. L'autre indicateur positif, c'est bien le nombre de transactions, 220 opérations sur l'ensemble du territoire. Quant à l'offre, son volume global baisse, c'est naturellement directement lié au bon niveau de transactions enregistrées. Nous reviendrons précisément sur l'offre disponible dans quelques minutes. En effet, l'offre disponible varie considérablement d'un marché à un autre et d'autre part, le niveau actuel des chantiers en cours n'a jamais été aussi important. Alors, quels sont les principaux points à retenir sur l'ensemble des transactions en France en 2022 ? Bien, premièrement, 1 100 000 m² de classe A de seconde main se sont commercialisés, preuve encore que les entrepôts prime ne sont pas frappés d'obsolescence. Deuxièmement, la prédominance du classe A avec près de 90% du volume total commercialisé. Troisièmement, un tiers de ce volume est représenté par des opérations clés en main et finalement, plus de 900 000 m² portent sur les entrepôts neufs, signe de la bonne commercialisation des opérations d'ensemble. Alors, pouvons-nous revenir sur les opérations clés en main qui participent chaque année à un fort renouvellement du parc et qui chaque année représentent environ un tiers des transactions en France, qui est considérable. Oui, effectivement. Ce chiffre est très stable d'une année sur l'autre. Et vous découvrez à l'écran l'implantation géographique des 55 transactions recensées. Et si l'ensemble du territoire est concerné, c'est bien la dorsale qui cumule plus des 3/4 du volume de ces clés en main. Les principales opérations en 2022 ont été Zalendo en Seine-et-Marne, Lidl ou encore Intermarché en Vallée du Rhône. Et sur les 6 dernières années, ce sont 420 transactions pour 11 millions de mètres carrés de clés en main. Alors 11 millions de mètres carrés, c'est plus que considérable. Alors c'est quoi les raisons de ce développement et ce très fort attrait des utilisateurs pour les opérations en clés en main ? Mais cette forte poussée des clés en main s'explique par 4 raisons principales. La première, l'implantation sur des territoires où l'offre logistique existante n'était pas totalement constituée. Deuxièmement, la recherche toujours plus poussée des utilisateurs pour des entrepôts adaptés à leur process, robotisation, mécanisation, plateforme frigorifique, ainsi que l'optimisation des flux et la massification des stocks, 2 paramètres indispensables pour répondre aux attentes des consommateurs. Troisièmement, le respect des politiques RSE comme critère toujours plus important dans le choix des utilisateurs. Et dernièrement, la rareté d'offres existantes de grande taille sur certains territoires. Alors justement, en parlant de taille, si on analyse maintenant le marché par taille d'opération, on sait que le marché avait été porté par le XXL ces dernières années. Qu'en est-il cette année de la taille des opérations ? Bien, le premier constat, c'est que 3/4 des transactions portent sur des opérations comprises entre 5 et 20 000 pour près d'1 700 000 m². On constate d'ailleurs année après année une forte demande d'utilisateurs pouvant s'insérer dans des cellules unitaires de plateformes logistiques. Et comme nous vous l'indiquons chaque année, la division d'un entrepôt est souvent un accélérateur à sa commercialisation. Si le marché a fait preuve d'une vraie résilience cette année, le nombre des opérations XXL y est pour quelque chose. En effet, c'est une vingtaine d'opérations pour un peu plus d'1 200 000 m². En résumé, on le constate, ce marché est animé par des opérations de toute taille. Très bien, alors maintenant arrêtons-nous sur chacun des principaux marchés, voir comment ils ont performé. Est-ce qu'il y a une performance homogène ou est-ce que l'Île-de-France est toujours le marché numéro 1 ?
Bien, la dorsale concentre toujours les 3/4 des transactions et du volume. Et cette année encore, effectivement, la région parisienne s'établit comme le premier marché logistique en France, et nous y reviendrons dans quelques instants. Pour rappel, en 2021, la région Hauts-de-France avait réalisé une performance comparable à celle de l'Île-de-France. Cette année, ce n'est plus le cas, mais soulignons tout de même la très bonne performance de celle-ci, avec près de 700 000 m² transactés. La raison de cette baisse de volume est principalement liée au nombre d'opérations XXL, beaucoup moins importante qu'en 2021. Cette année, ce sont 4 opérations pour environ 220 000 m². Le marché Rhône-Alpes, toujours très recherché, sauf comme vous le savez d'une rareté d'offres existantes, ainsi que de l'absence de futurs développements. Et si nous élargissons ce marché à la vallée du Rhône et à la région de Saint-Étienne, nous comptabilisons néanmoins près de 640 000 m² pour 30 opérations. C'est un très bon score. Et ce marché est animé par des transactions de toute taille, sur lesquelles nous recensons 6 XXL pour près de 350 000 m². Le marché logistique du Grand Lyon pourrait d'ailleurs être encore meilleur si l'offre disponible y était plus abondante. Alors, on voit sur les... Je vais juste terminer sur la région PACA, René. La région PACA connaît quant à elle une performance en ligne avec son volume de commercialisation quinquennal, mais soulignons que cette année, c'est 25 opérations et une seule XXL à Saint-Martin-de-Crau en pré-commercialisation chez GLP. Le secteur reste très demandé chez les utilisateurs, mais là encore, l'offre limitée pèse sur les chiffres. Ça aurait été dommage de, effectivement, louper la région PACA, puisque l'opération GLP, c'est notre équipe qui l'a réalisée. Alors, on s'aperçoit à l'écran que la dorsale, les contours de la dorsale grossissent de plus en plus, année après année. Alors, on va passer maintenant cette dorsale et que représentent les marchés dits périphériques et en particulier, naturellement, le secteur Arc Atlantique. On va commencer par Orléans et le Centre-Loire, qui effectivement n'est pas un marché périphérique, puisqu'un vrai marché de report de l'Île-de-France Sud. Orléans et le Centre-Loire a connu pour la 4e année consécutive une excellente dynamique. On n'y recense toutefois qu'une seule transaction XXL sur Blois. Le point d'attention sur ce secteur sera la capacité des opérations actuellement en cours de projet de sortir dans un délai raisonnable. Maintenant, si on se concentre sur l'Arc Atlantique, celle-ci est caractérisée par un nombre important de transactions dont la taille moyenne est d'environ 12 000 m². Aucune XXL en 2022, comme en 2021 d'ailleurs. L'une des raisons étant que l'ensemble des grands distributeurs, très consommateurs de XXL, s'y sont déjà positionnés sur les dernières années. Alors, est-ce que l'on peut s'arrêter un peu plus en détail sur le premier marché qui est la région parisienne ? Eh bien, en Ile-de-France, une excellente année en 2022. Le nombre d'opérations portant sur le 5-10 000 est comme chaque année très important, avec près de la moitié des transactions. Enfin, à l'autre bout de la chaîne, ce sont 4 XXL pour plus de 300 000 m², dont nous pouvons citer bien évidemment la location des 93 000 m² sur l'opération développée par Panhard, désormais Télamon, vendue à DK, lancée en blanc et louée à la Cède. La tranche 10-40 000 regroupe près de 30 deals et c'est bien le moteur de ce marché avec près de 600 000 m² traités, soit la moitié du take-up en Ile-de-France. Et pour conclure et afin d'être complet, les transactions portant sur le neuf ainsi que sur les clés en main et les comptes propres représentent 530 000 m² pour près de la moitié du take-up en Ile-de-France. Le loyer prime, quant à lui, s'établit à 63 € en dehors de la 86 et parfois beaucoup plus pour certaines opérations très proches de Paris qui sont assimilées à de la logistique urbaine. Nul doute d'ailleurs que le loyer prime sera plus élevé fin 2023 à la vue des opérations actuellement en cours de finalisation. Merci Arthur pour ce focus sur la région parisienne, mais il y a un élément qu'on nous demande souvent, tous les investisseurs nous le demandent, les promoteurs également. Bon, on a vu que le marché était très robuste, mais ce sont les demandes actives enregistrées chez BNP Paribas Real Estate et puis notre capacité à les transformer. Alors, début 2023, est-ce qu'on a encore des demandes actives enregistrées chez BNP Paribas Real Estate, Arthur ? J'espère. C'est effectivement un bon indicateur. En ce début d'année, au sein de notre équipe, ce ne sont pas moins d'une centaine de recherches enregistrées sur l'ensemble du territoire, représentant 1 800 000 m². Le point d'attention sera toutefois la capacité de ces entreprises à aller au bout de leur projet, et cela constituera l'enjeu de 2023. Alors c'est clair, maintenant passons à l'offre. L'offre disponible était toujours suffisamment adaptée, et surtout comment se répartit-elle sur l'ensemble du territoire ? Si l'offre disponible peut paraître encore importante, elle est néanmoins en baisse et sa répartition géographique est effectivement très contrastée. En effet, les secteurs Rhône-Alpes, Vallée du Rhône, PACA ou encore Bordeaux sont particulièrement impactés par le manque d'entrepôts immédiatement disponibles. Le taux de vacances sur l'ensemble du territoire, en incluant les chantiers actuellement en cours, s'établit autour de 4%. Et ce taux, uniquement calculé sur l'offre disponible, n'est plus que d'environ 2,5%. Et il est beaucoup plus bas sur d'autres secteurs tels que Rhône-Alpes, PACA, Nantes ou encore Bordeaux. Cette offre de classage sur l'ensemble du territoire est donc composée de 130 plateformes ou cellules de dernière génération.
Quant au niveau d'offre neuve immédiatement disponible, celui-ci reste faible, avec près de 475 000 m², et ce malgré la livraison importante de nouvelles plateformes, preuve encore de la commercialisation de ces lancements en blanc. Alors justement, en parlant de lancement en blanc, c'est quoi le niveau des chantiers en cours aujourd'hui et est-il toujours aussi important ? Eh bien oui, puisqu'il atteint un niveau record avec près d'1 100 000 m². Ce chiffre pourrait paraître excédentaire à l'instant T, néanmoins il convient de le nuancer. En effet, on anticipe une baisse très importante du nombre de nouveaux projets qui seront amenés à se lancer sur les 12-24 prochains mois. Cela permettra donc sans nul doute une bonne commercialisation de l'ensemble de ces opérations qui sont actuellement en chantier. Et maintenant, pouvons-nous détailler l'offre sur les différents principaux marchés ? Si on l'observe, en tout cas l'offre disponible par territoire, près de 80% de celle-ci se concentre sur les 4 principaux marchés. C'est sur les Hauts-de-France que l'offre est la plus importante, avec près d'1 million de m² de Class A, soit un tiers de la totalité du Class A sur le territoire. En 2022, la région a d'ailleurs enregistré un nombre important de développements, et le point d'attention de cette année portera donc en particulier sur la bonne absorption de cette nouvelle offre sur le secteur et de l'offre globale en général. Le marché sur Paris reste quant à lui très équilibré. En effet, le niveau d'offre de Class A représente seulement 9 mois de take-up. La région lyonnaise comptabilise un chiffre historiquement bas, avec seulement 6 bâtiments de Class A pour 100 000 m². Et à noter que des négociations avancées sont d'ailleurs en cours sur ces plateformes. Sur l'ensemble des autres marchés, le niveau d'offre disponible de Class A reste très contenu, voire trop faible. Alors, pouvons-nous faire un petit focus sur l'offre en région parisienne, ce qui est quand même le premier marché et qui a un take-up global qui a rarement été aussi bas comparé aux dernières années. Oui, effectivement. Eh bien, ce sont 900 000 m² avec plus de 80% en Class A, et celle-ci est principalement composée d'entrepôts de seconde main et concentrée sur les secteurs A1, N2 et puis A6 Sénat. Et s'il y a bien un marché où l'offre neuve ainsi que les chantiers en cours ne sont pas excédentaires, c'est également effectivement en Ile-de-France. On enregistre seulement 3 chantiers pour 175 000 m². 110 000 m² à Beauvais, développé par PRD et acheté par Harbert, 40 000 m² à Meaux, développé par Panattoni, et 25 000 développé par Sigro, au Thiers. Le taux de vacances de l'offre immédiatement disponible de Class A n'a jamais été aussi bas en Ile-de-France et se situe autour de 3,50. Alors Arthur, on a souhaité apporter un nouvel éclairage au niveau de l'offre répartie sur le territoire, à savoir, on va dire, le taux de libération sur les 6 derniers mois. Est-ce qu'on assiste à beaucoup de libérations sur les 6 derniers mois ? Bien effectivement, nous avons cette année analysé le volume des entrepôts libérés sur l'ensemble du territoire et sur les 6 derniers mois. Et ce volume de libération est très faible. En effet, ce sont seulement 23 bâtiments pour un peu plus de 400 000 m² qui sont revenus sur le marché. 6 d'entre eux pour 100 000 m² ont d'ailleurs déjà été reloués. Les 2 raisons principales étant à ce jour un excellent taux de remplissage par les exploitants et les acteurs hésitent également à libérer tout simplement faute d'alternatives satisfaisantes. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas cette faible rotation qui alimentera dans les mois à venir l'offre disponible. Et que pouvez-vous nous dire des taux de vacances sur les principaux marchés au niveau de l'offre ? Quant au taux de vacances, calculé chantier en cours inclus, ce taux au niveau national est de 3,7%. Mais vous le constatez à l'écran, c'est très hétérogène en fonction des régions. Rhône-Alpes et PACA sont à des taux historiquement bas, de même que l'Île-de-France. Et là où ils sont le plus élevés, ce sont sur les secteurs sur lesquels on a enregistré et où on enregistre encore des volumes de clés en main et de développement en blanc les plus importants. En particulier sur les Hauts-de-France. Juste un mot sur les Hauts-de-France. Il y a 3 ans, l'offre y était excédentaire, mais c'est bien résorbé grâce à de bons volumes de commercialisation et le phénomène devrait être le même dans les mois à venir. En effet, comme nous l'avons indiqué précédemment, le très fort ralentissement de ces nouveaux lancements en blanc permettra sans conteste une bonne commercialisation des différents dossiers. Alors, volume de transactions, on va dire, très résistant, une offre en baisse. Comment se sont traduits les loyers, sachant que c'est une question et surtout une réponse qui est importante pour nos investisseurs ? Pas de surprise, les loyers sont clairement orientés à la hausse et sur l'ensemble des territoires. Les facteurs qui expliquent principalement ces hausses sont une demande qui reste importante, ainsi qu'une vraie rareté de l'offre. Et pour les transactions sur les dossiers en développement, la hausse des coûts de construction couplée à la décompression des taux. Comme vous le constatez sur le graphe, les hausses les plus sensibles ont été enregistrées en PACA, Rhône-Alpes, Île-de-France, mais également sur d'autres marchés périphériques tels que Toulouse, Nantes ou encore Rennes. De même, les mesures d'accompagnement, contrairement à d'autres classes d'actifs, restent de nouveau très mesurées. Nous anticipons d'ailleurs la même tendance d'augmentation pour 2023, à voir toutefois si le rythme sera aussi soutenu. En effet, ça dépendait forcément du contexte économique général. Ah oui, Arthur, c'est bien le reflet de la solidité de notre marché, alors quand même une tendance plus générale sur le marché de la logistique pour 2023 ?
Eh bien, chez BNP Paribas, nous abordons ce début d'année 2023 avec confiance, même si nous pourrions envisager un ralentissement du volume des transactions, directement corrélé à l'évolution du contexte économique, en particulier avec les indicateurs portant sur le pouvoir d'achat, avec l'inflation qu'on connaît bien évidemment, et donc sur la consommation. Merci Arthur. Alors je me tourne maintenant sans tarder vers Franck. Franck, le marché de l'investissement, est-ce qu'il aura été aussi solide que le marché des utilisateurs en 2022 ? Bonjour. Alors, comme l'a précisé Vincent et Franck précédemment, l'année 2022 a été contrastée. Les perspectives en début d'année étaient excellentes, mais le contexte économique et géopolitique a véritablement impacté le marché de l'investissement tout au long de l'année. Et nous avons subi plusieurs augmentations successives des taux directeurs afin de contenir une inflation galopante. Alors oui, comme tu le précisais René en introduction, tu parlais d'année particulière, année singulière. 2022, en effet, est particulier et singulier. Et cette fin d'année nous ramène sur de nouveaux fondamentaux de marché. Alors comment ça s'est traduit dans les faits ? Alors, le marché de l'investissement en logistique et locaux d'activité représente une part de plus en plus importante dans l'allocation des investisseurs. Ce marché représente désormais 23% du volume global des investissements en France. Et pour rappel, c'était seulement 10% il y a 5 ans encore. Alors, à l'écran, vous découvrez le volume des investissements en France, excellente année avec 6,4 milliards investis en industriel, dont un quart de ce volume pour les locaux d'activité. Cette année marque un second record historique en dépassant celui de 2019. Avec 4,7 milliards investis en 2022 pour la logistique uniquement, ce marché est resté dynamique, porté, rappelons-le, encore une fois par un excellent premier semestre. Alors, vous l'aurez compris, ces chiffres bénéficient d'un encours très important qu'il y avait en début d'année, et c'est bien cet encours qui permet d'afficher un tel volume d'investissement. En effet, 2022 a vu une diminution progressive des nouvelles opérations en corrélation directe avec la remontée des taux. Et un nombre certain de dossiers a fait l'objet de repricing ou de fail process depuis septembre dernier. Alors Franck, l'année dernière avait été drivée par des deals en investissement de grande taille et surtout par des deals qui portaient sur des dossiers pan-européens, des portefeuilles pan-européens. Alors qu'en est-il cette année ? Alors la quote-part des transactions pan-européennes a été très fortement réduite cette année avec un peu moins de 500 millions d'euros investis sur l'Hexagone. À la vue du contexte économique, les investisseurs ont souhaité être plus prudents en privilégiant l'acquisition d'actifs unitaires, et ce au détriment de portefeuilles pan-européens qui parfois n'ont plus trouvé preneur. Alors pour autant, citons quelques jumbo deals, que notamment Vincent a cité Prologis, qui a acheté un très large portefeuille pour 1,6 milliard d'euros auprès de Crosby, où la part française représente 330 millions pour 22 sites. Citons également JLP avec l'acquisition du portefeuille Trio de Blackstone pour près de 580 millions d'euros, dont 350 pour 11 sites situés en France. Alors, à l'instar du marché utilisateur, est-ce que certains autres secteurs ont été privilégiés sur le territoire ? Est-ce que la dorsale, est-ce que la région orléanaise, est-ce que l'arc atlantique ont été privilégiés au niveau investissement ? Je vais y répondre, mais juste avant, je souhaitais présenter quelques d'autres très belles transactions réalisées sur le marché français. Alors d'abord le fonds canadien Real Term, qui a acquis le portefeuille Matrix, composé de 15 messageries pour environ 170 millions d'euros, vendeur Etche KKR. Également dans le sud de Paris, l'allemand Deka, qui a acheté le clé en main Zalando auprès du promoteur Gemfi pour plus de 160 millions d'euros. Ou encore Goodman avec l'acquisition du site Signify à Villeneuve-Saint-Georges pour un peu plus de 200 millions d'euros. Maintenant, sur la question des secteurs privilégiés, donc, René, en effet, tout comme le marché utilisateur, c'est bien la région parisienne qui concentre la part la plus importante des investissements avec près d'un tiers des volumes investis. Les deux méga deals, Zalando et Signify, portent le marché parisien cette année, bien que ces deux opérations soient très différentes l'une de l'autre. Les Hauts-de-France concentrent à peu près 20% des volumes investis. Cette région a particulièrement bénéficié des investissements développement XXL lancés en blanc. L'autre marché logistique majeur, Rhône-Alpes, a enregistré un volume inférieur de 10% à peu près, d'investissement inférieur à 10%. Alors, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas le manque d'intérêt des investisseurs pour le marché lyonnais, mais bien une pénurie de développement et un manque d'intérêt, enfin un manque de produits existants qui brise le marché, brise le volume investi. Alors Franck, au fur et à mesure que les conditions de ce marché se dégradaient avec la remontée des taux, quels acteurs ont su se démarquer au cours de l'année ? Alors les investisseurs asiatiques restent très présents avec 16% des volumes investis.
C'est JLP avec le portefeuille Trio, c'est P3 pour GIC avec la plateforme JGA à Amiens, ou encore Mastern, représenté par la Française AM, qui a acheté pour un total de 9 delivery stations Amazon, et ce, sur 24 mois, et ce avec le concours de notre équipe. Alors ces fonds coréens ont été néanmoins les premiers à se mettre en stand-by au second trimestre de cette année. Puis ce fut le tour des Allemands qui ont levé le pied en milieu d'année. Et enfin, les fonds nord-américains, qui ont toujours animé ce marché, demeurent acheteurs, mais deviennent davantage opportunistes, ce qui implique un repricing assumé au retour des congés d'été. Alors, et c'est bien la première fois en 10 ans que ces fonds nord-américains représentent moins de la moitié des volumes investis. Et les investisseurs français, on imagine qu'ils ne sont pas restés inactifs, SCPI ou autres? Alors, les investisseurs français réalisent en effet une percée significative avec près d'un quart des volumes investis, une première en logistique. La dette étant devenue 3 fois plus chère en 12 mois, certains investisseurs y trouvent un avantage concurrentiel. À commencer par les family office, recourant à de la dette avec amortissement et donc moins cher, et les SCPI en effet, qui bénéficient d'une forte collecte à l'épargne publique. À noter, la SCPI Activimo, avec plus de 500 millions d'euros investis sur notre classe d'actifs, est en 2022 la première SCPI dédiée. Alors néanmoins, Franck, avec ces nouvelles conditions de marché, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attentisme plus généralisé sur la classe d'actifs logistiques pour 2023 ? Eh bien non. L'attentisme n'a pas gagné tous les investisseurs. En effet, ce marché est toujours animé d'importantes poches de capitaux et la grande majorité des investisseurs restent acheteurs. La difficulté majeure, comme vous vous en doutez, résulte dans l'acceptation du nécessaire ajustement des prix qui fait l'objet d'un repricing significatif. Alors, preuve que notre marché demeure attractif et dynamique, nous constatons encore aujourd'hui l'arrivée de nouveaux entrants en logistique comme King Street, Europa Capital, 22, Panattoni, Realterm, Apollo ou dernièrement Boréal. Ok. Alors, au cours de ces dernières années, il y a bien quelque chose qui avait animé le marché, c'était les opérations lancées en blanc, qui avaient rencontré un grand succès au niveau de leur commercialisation. Et donc, avec cette forte remontée des taux, couplée avec la hausse des coûts de construction, est-ce qu'on va encore avoir des opérations qui vont être livrées en blanc en 2023 et dans les trimestres à venir, voire en 2024, car ça, c'est sur du long terme, le lancement blanc. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les opérations blanc ont rencontré un vrai succès locatif en répondant aux critères ESG, tout en captant des loyers qui n'ont cessé d'augmenter. Elle représente d'ailleurs aujourd'hui environ 15% de la demande placée, donc c'est colossal. Comme vous le découvrez à l'écran, il y a tout de même eu l'an dernier 5 lancements en blanc d'opérations de plus de 100 000 m² chacun, et principalement dans les Hauts-de-France. Nous avons par exemple accompagné Clarion sur les 2 phases de développement Quartus à Boisseau pour un total d'environ 165 000 m². Ou encore Telamon et Goldman Sachs pour la vente d'une plateforme de 103 000 m² en amodiation sur le port du Havre. Alors, pour répondre précisément à ta question, René, il devient en effet de plus en plus compliqué de vendre des opérations en blanc. D'un côté, le promoteur subit une hausse des coûts de construction de l'ordre de 15 à 20% pour de la logistique, et l'investisseur, quant à lui, est contraint de dégrader sa valorisation du fait de taux de sortie, avec un paramètre qui, lui, reste à un niveau élevé, à savoir le coût du foncier. Alors, en effet, nous anticipons un très fort ralentissement des opérations en blanc sur les 2 prochaines années, et ceci donc contribuera à maintenir une offre disponible à un niveau historiquement bas sur l'Hexagone, sur environ 2,5% aujourd'hui, et par conséquence à conserver une croissance des loyers. Alors Franck, cet éclairage sur les lancements en blanc était particulièrement important. Autre question très importante que tout le monde attend, quelle va être, dans un contexte plus général, quelle va être la tendance des taux de rendement logistique en 2023 ? Alors, après une longue période de compression des taux, 2022 s'affiche en effet comme l'année de l'inversion des courbes. Bien évidemment, le taux d'emprunt long négatif en 2020 et 2021 était une complète anomalie. Mais ce taux est brutalement remonté pour atteindre les 3% en fin d'année. Alors ce taux nous ramène au printemps 2012 lors de la crise des dettes souveraines. Aujourd'hui, les conditions de financement se durcissent pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. À l'écran s'affichent donc les taux des opérations actées qui, pour rappel, reflètent des négociations du premier semestre 22. Alors nous avons souhaité vous afficher en pointillé nos projections de taux pour les opérations qui se traiteront prochainement. Aujourd'hui, les très rares opérations en blanc se transactent en moyenne dans une fourchette de taux de 6 à 6,25% hors garantie locative, et en milieu urbain, ce taux serait plus proche des 5,75%. Ok, très bien. Donc ça, c'était pour le blanc. Mais alors, qu'en est-il des opérations core qui rassemblent néanmoins quand même la majorité des transactions ? Alors, pour un actif core, le taux de rendement offert sera légèrement supérieur au taux d'emprunt.
En d'autres termes, ce taux sera à minima de 4,5% et pourrait être légèrement plus bas pour des actifs situés sur des secteurs périurbains à forte pression foncière. Finalement, cette forte décompression des taux permet de redonner de la valeur aux qualités intrinsèques d'un actif que sont la localisation, la qualité du locataire et la durée des baux, les caractéristiques techniques et enfin le volet environnemental associé. Globalement, nous sommes en train de revoir une nécessaire hiérarchisation des actifs et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour toute projection à fin 2023, cela va bien évidemment dépendre de la politique monétaire de la BCE, et ce qui signifie qu'il nous est tout simplement impossible de pousser au-delà nos projections. Alors, merci Franck. Alors, BCE, politique monétaire, je me tourne vers vous, Hélène. La BCE va annoncer une remontée des taux cet après-midi. Alors, quelle est votre projection sur cette remontée des taux? Est-ce que cette remontée va être progressive? Est-ce qu'il va y avoir une décélération dans la remontée des taux dans les trimestres à venir? Ça, c'est une question très importante. Donc on pense que le cycle de remontée des taux de la BCE n'est pas tout à fait fini, mais on approche quand même de la fin. Donc c'est toujours un peu ce discours, il y a du positif et du négatif. Très concrètement, cet après-midi, on s'attend à une nouvelle hausse des taux directeurs de la BCE de 50 points de base, qui porterait le taux de dépôt à 2,5% et le taux de refinancement à 3%. Pour la suite de l'histoire, on s'attend encore à 2 hausses de taux des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Pour quelle raison? Parce que on pourrait se dire, vu l'ampleur du mouvement qui a déjà été opéré à marche forcée l'année dernière et qui se voit très très bien sur le graphique, on pourrait se dire que la Banque Centrale Européenne pourrait s'arrêter, sauf qu'elle reste confrontée à une inflation très élevée. On l'a vu sur les graphiques précédents. Et surtout, même si on pense que le processus de désinflation est en train de s'amorcer, derrière, il y a un autre indicateur important, c'est l'inflation sous-jacente, quand on enlève l'énergie et l'alimentaire. Et cette inflation sous-jacente, elle, n'a pas encore commencé à baisser. Et c'est une préoccupation majeure pour la BCE. Et ajouter à ça les éléments de résistance de la croissance que j'ai évoqués, ce qui fait que le contexte inflationniste reste, important. Et donc, pour la BCE, ça signifie de continuer à relever ses taux. Pour le moment, nos prévisions sont pour une hausse à nouveau de 50 points de base des taux directeurs lors de la réunion de mars. Et à nouveau, un dernier petit geste au mois de mai, 25 points de base. Et donc, pour vous donner encore quelques chiffres, le point d'arrivée pour le taux de dépôt, ce serait 3,25%. Et pour le taux de refinancement, ce serait 3,75%. Et le dernier point important, dans cette prévision, c'est que les taux directeurs resteraient ensuite à ce niveau jugé restrictif tout au long de l'année 2023. Ok, très bien. Alors, il ne faudrait pas naturellement que cette hausse des taux, casse la croissance, mais on s'aperçoit que la zone euro ainsi que la France sont en passe d'éviter une récession. Quelle est votre analyse pour 2023? Alors je dirais que la question reste ouverte, récession ou pas récession. Le risque continue d'exister. C'est vrai que jusqu'à présent, il ne s'est pas matérialisé alors qu'on pensait que la fin d'année dernière, enfin même troisième trimestre et quatrième trimestre auraient pu être négatifs. Ça n'a pas été le cas pour les raisons que j'ai évoquées au début de mon intervention. Mais on continue de penser que le cumul des chocs, donc le choc inflationniste, la crise énergétique et la remontée à marche forcée des taux d'intérêt, ce cumul des chocs, leur ampleur et les effets négatifs qui sont encore à venir, nous amènent à penser qu'une récession reste difficilement évitable. Alors je marche sur des œufs, mais quand même, voilà. Compte tenu de ce cumul des chocs, ça paraît une hypothèse très probable. Mais en même temps, compte tenu, une fois encore, des signes de résistance qu'on a observés, ces signes de résistance viennent, d'après nous, renforcer l'hypothèse d'une récession qui resterait d'ampleur et de durée limitée. Très bien. Alors, j'ai une dernière question. Hélène, quel serait l'impact économique de la fin du conflit en Ukraine qui, espérons-le, arrivera le plus rapidement possible? Est-ce qu'il y aura un vrai choc de confiance? La question est... C'est difficile d'y répondre. Il y aura très probablement un choc de confiance, un aspect soulagement. Après, aller au-delà de ce choc de confiance, en fait, c'est difficile les effets exacts d'un arrêt possible du conflit en Ukraine sont difficiles à évaluer, notamment sur les prix de l'énergie, compte tenu des équilibres assez particuliers sur le marché en termes d'offres et de demandes. Donc, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là.
En revanche, c'est vrai qu'en termes d'effets immédiats, on peut s'attendre à un choc positif sur la confiance, à une diminution de la prime de risque géopolitique sur les prix du pétrole en particulier. Et d'une manière générale, qui dit moins d'incertitude, dans tous les cas, c'est favorable à la croissance. Eh bien, merci Hélène. Alors, nous arrivons au terme de ces rencontres. Nous espérons qu'elles vous ont apporté tout l'éclairage que vous souhaitiez sur nos différents marchés. Vous l'avez compris, si le marché de l'investissement devrait marquer le pas cette année et particulièrement au premier semestre, nous restons très confiants sur les marchés utilisateurs. Alors, l'ensemble de nos équipes reste à votre disposition pour vous accompagner sur tous les sujets que vous souhaiteriez échanger. Un grand merci à tous les participants qui peuvent venir me rejoindre, il n'y a pas de problème. Et puis surtout un grand merci aux équipes recherche et communication de BNP Paribas Real Estate. Voilà, alors le succès de ces rencontres, c'est bien vous qui les faites, messieurs nos clients et mesdames. Vous étiez à l'origine, vous en êtes à l'origine, vous étiez encore très nombreux, à l'instar de l'année dernière. Beaucoup de personnes connectées, merci pour votre fidélité. On vous souhaite tous une très bonne journée et surtout une excellente année 2023 professionnelle. Merci à tous et à bientôt.